l'engagement que moi j'avais avec un certain nombre d'acteurs du football camerounais, c'était contre cette forme de colonisation qui était mise en place. Tous les présidents de la FIFA qui passaient faisaient tous les efforts nécessaires pour mettre à la tête des fédérations africaines des personnes acquises à leur cause et qui pouvaient manipuler comme ils voulaient. Et là, on nous mettait dans tous les pays d'Afrique pratiquement, hein, en dehors peut-être du Maroc, de l'Algérie et de quelques pays comme l'Afrique du Sud, même l'Afrique du Sud. Et alors, on a ce problème. Je l'ai retrouvé aussi en politique. Hein. La bataille, c'était la bataille dans le football, la bataille du respect des règles. Et aussi la bataille de l'autonomie, de l'indépendance des fédérations africaines, notamment la Fédération camerounaise de football. Et je pense qu'on a changé la face, les méthodes de la gouvernance du football mondial. Le TAS ne fonctionne plus comme il y a 10 ans. Ils ont été obligés de modifier beaucoup de choses. Les relations entre la FIFA et le TAS ne sont plus les mêmes. Et les acteurs du football africain n'ont plus le même regard sur la FIFA ou sur le tribunal arbitral du sport. Voilà. Donc, et là, maintenant, pour venir au football camerounais, à la politique au niveau du Cameroun, à l'élection présidentielle, souvenez-vous, il y a 7 ans environ, les difficultés qu'il y a eu devant le Conseil constitutionnel et le litige, le contentieux électoral qui s'est passé à la télévision en direct devant les Camerounais. Et nous avons tous constaté qu'aucun parti politique ne disposait de la totalité des PV, des procès-verbaux issus des bureaux de vote et donc des procès-verbaux aussi des travaux des commissions départementales de supervision. Il y en a 58, c'est-à-dire au niveau des 58 départements. Donc à la fin, personne ne sait qui a gagné en réalité. Parce que ni le MRC qui disait que le professeur Kamto a gagné, mais il n'avait pas tous les éléments entre les mains, ni non plus le RDPC qui disait que c'était le président Biya qui avait gagné, mais il n'était pas en mesure de prouver. Rappelez-vous l'affaire des 32 PV. Et donc, cette situation a failli plonger le Cameroun dans le chaos. Et les conséquences néfastes de ces problèmes se font ressentir encore jusqu'à aujourd'hui. On a divisé les Camerounais et là, on a exacerbé les tensions entre les communautés, les ethnies, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on s'est dit, mais écoutez, on ne va pas répéter les mêmes erreurs, on ne va pas faire les mêmes erreurs, tomber dans les mêmes travers. Et pour ça, voilà, il faut qu'au soir de l'élection, qu'on puisse avoir les 29 500 procès-verbaux qui vont correspondre à la réalité des votes dans les bureaux de vote. Donc voilà. Et c'est ça qui a motivé cette initiative que moi j'ai engagée. Et aujourd'hui, on avance sur ce plan-là. Mais ça répond, pour vous dire que ça répond à un besoin réel et à un problème crucial qui s'est toujours posé. Voilà. Là, on va savoir qui a gagné. Le même jour, même si c'est à minuit, on saura qui a gagné avec exactitude et on aura tous les PV pour le prouver. Alors, j'ai entendu ce que vous venez de nous expliquer comme raison ayant, on va dire, motivé votre initiative d'aller à la recherche de 60 000 hommes. Vous les appelez hommes d'honneur. On les appelle généralement des scrutateurs. Les hommes et les femmes d'honneur, oui, ils vont être des scrutateurs, mais avec une qualité. Vous savez, les gens se font acheter et l'erreur que commettent les partis politiques,
c'est de dédier ce travail, ce rôle à des garçons de course, parfois même à des gens de la rue comme ça, qui le recrutent à la dernière minute et à qui on donne 5 000, 10 000, alors que de l'autre côté, on leur donne 50 000, 100 000. Donc là, aujourd'hui, on veut des gens qui sont à l'abri du besoin et qui ont des intérêts à défendre. Vous prenez un jeune diplômé qui a besoin du travail, mais il sait que tant que ces gens sont là, ben, il n'aura pas de travail. Quitte à ce que, sauf s'il entre dans un cercle encore ou dans une secte, ou je ne sais plus quoi, il faut qu'il ait un parrain. Alors, les parents qui ont des enfants qui travaillent, les parents qui ont financé des études pour leurs enfants et les enfants terminés des études n'ont rien, ceux qui font mototaxi alors qu'ils sont diplômés, ainsi de suite. On va rechercher des gens qui ont des intérêts à défendre et qui ont intérêt à ce que ce système change, parce que nous sommes dans un système où on a capté notre pays et il faut libérer, il faut récupérer notre pays et il faut des gens conscients et qui peuvent qui peuvent résister à la corruption, mais également à des petites intimidations. Alors, on a bien compris, encore une fois de plus. Je voudrais rappeler que depuis la diaspora, nous vous suivons. Nous imaginons aussi que c'est une initiative assez coûteuse. Vous lancez aujourd'hui à la recherche de 60 000 femmes et hommes d'honneur. Ça coûte cher. Comment allez-vous vous en sortir financièrement? Si on fait simplement le petit calcul de 5 000 francs CFA par personne, multiplié par 60 000, pour les scrutateurs que vous recherchez, c'est quand même une grosse somme d'argent, non? Comment allez-vous faire? Qu'est-ce que vous avez prévu pour cela? Écoutez, c'est l'erreur qu'on commet souvent. Ça va coûter, je ne dirais pas 0 franc, mais presque 0 franc. Ce que ça va coûter et ce que ça a déjà coûté, c'est la mise en place du système informatique qui va permettre l'enregistrement des volontaires. Et chaque volontaire aura un espace dans le système pour le moment venu introduire les données, c'est-à-dire que les résultats, et puis scanner aussi les PV et envoyer. Vous voyez, et puis aussi on va mettre en place un dispositif pour aider les électeurs pour les orienter. Parce que vous savez, il y a une autre fraude indirecte que l'ECAM utilise, c'est de mélanger un peu comme ça les électeurs, de sorte que les électeurs n'arrivent pas à retrouver leur bureau de vote. Donc on va mettre un système qui va permettre à un électeur dans un arrondissement d'envoyer un message au WhatsApp et de dire que voici mon nom, je n'ai pas trouvé mon bureau de vote. Et on le rappelle moins de 30 minutes après pour lui dire, écoutez, vous êtes à quel autre bureau de vote? Parfois, c'est au bout de la ville, mais au moins, il est orienté et il va aller voter. Alors qu'on sait qu'il y a des milliers qui ne votent pas, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver. Ils parcourent la moitié de la ville et puis ils n'y arrivent pas. Donc, alors, il y a cela. Mais aujourd'hui, l'opération pour nous, on ne cherche pas des gens qu'on va payer. C'est pour ça que moi, j'ai refusé de chercher des financements. Quand on m'approche pour me dire, écoutez, qu'est-ce qu'il vous faut? Est-ce qu'on peut aider? Je dis, ben, écoutez, si vous avez des gens dans votre entourage, parrainez-les. Faites en sorte qu'ils viennent s'enregistrer. Et parce que nous, on a dit, politique Nanjangi, ça, c'est ce que feu le Premier ministre Assidi Achou disait. Si vous voulez que le pays change, vous donnez du vôtre aussi. Vous investissez et vous investissez. Et donc, on dit aux étudiants, on dit à ceux qui sont victimes des abus, à ceux qui sont victimes, ceux qui voient leurs parents mourir par milliers sur les routes camerounaises, on leur dit, mais écoutez, on dit à la diaspora qui achète les visas et qui n'arrive pas à rentrer comme ça se doit. Aujourd'hui, moi, je ne demande pas qu'on finance l'opération directement. Moi, je sollicite un financement indirect. Que chaque membre de la diaspora trouve des gens dans son entourage
ou au sein de sa famille et les encourage à devenir des hommes d'honneur et à venir s'inscrire pour surveiller le vote. Voilà, c'est un peu ça. Nous, on ne demande pas. Et nous, ce qu'on demande aux gens qui viennent, et on leur dit, écoutez, investissez-vous et investissez également dans cette entreprise qui vise à changer la gouvernance au Cameroun. Le jour du vote, vous venez avec votre bout de pain, votre, je sais pas, le morceau de bâton de manioc, avec votre bouteille d'eau. Et voilà, vous restez vigilant toute la journée et peut-être que ça peut changer le destin de tout un pays, donc votre destin propre, mais aussi le destin de vos enfants. Donc voilà, c'est pas, voilà, on n'a pas à payer quelqu'un. C'est une opération vraiment, voilà. Monsieur Daïd, vous avez dit vous-même tout à l'heure que le RDPC paye en face des gens, parfois pour récupérer les procès-verbaux, afin de détourner ces procès-verbaux pour produire des résultats différents. Vous l'avez dit tout à l'heure en l'entendant de l'émission. Est-ce que vous pensez qu'il est réaliste, vraiment aujourd'hui, de dire qu'on va réunir 60 000 personnes sans, ne serait-ce qu'un tout petit peu, le mettre à disposition en allant de transport? On a bien compris, hein, votre initiative qui est très louable, mais on est au Cameroun. Est-ce qu'on pourrait au moins se dire qu'on devrait mettre à disposition des volontaires quelque chose? S'il vous plaît, vous venez de parler, et chacun se met là où il peut être fort. Vous avez parlé du RDPC qui a les moyens de l'État. Si vous donnez même 5 000 ou 10 000 à quelqu'un, si c'est une affaire d'argent, mais écoutez, nous on s'est mis sur un créneau. Maintenant, on va voir si on va réussir ou pas. 60 000 personnes sur 30 millions. Il faut réussir. Non, mais c'est pour ça. Écoutez, on a des idées, on travaille pour que ces idées deviennent une réalité, mais on ne peut pas savoir en avance. Il n'y a que Dieu qui sait en avance. Mais maintenant, on a un modèle. Notre modèle, c'est celui qui dit que on veut des gens qui seront convaincus, qui veulent vraiment le changement et qui sont prêts à se payer. Parce que chacun, vous êtes scrutateur dans votre bureau de vote. Vous n'êtes pas scrutateur ailleurs. Donc, c'est des gens, chacun est dans son bureau de vote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de transport, si c'est quelqu'un qui devait aller voter, de toute façon, même s'il n'est pas parmi les hommes d'honneur, il va se déplacer pour aller voter. Mais la seule différence maintenant, c'est qu'on demande aux gens d'aller passer toute la journée, de jouer un rôle dans le bureau de vote. Et voilà. Donc, et ils doivent manger, ils doivent chacun. Mais vraiment, on enlève la dimension. C'est le ndjangi, comme on dit. Quand vous faites le ndjangi, chacun apporte pour lui. C'est la cotisation. Ce n'est pas une affaire où vous amenez les gens pour les payer. Non. Écoutez, quand les gens vont regarder le football, est-ce que vous les payez pour qu'ils viennent? Est-ce que quand les gens vont au casino, est-ce que quand les gens vont au bar, si vous calculez le nombre, les sommes que les gens dépensent dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les jeux, vous imaginez? C'est un projet commun. Nous voulons récupérer notre pays. Et si quelqu'un pense que ça ne vaut pas la peine qu'il prenne une journée et qu'il aille avec son macabo et qu'il aille rester vigilant et s'abstenir de prendre quelque chose, ça veut dire que ce pays n'est pas prêt à changer. Mais si nous voulons changer ce pays, nous devons avoir des gens capables de faire ce genre de choses sans rien attendre. Voilà. Donc, de toute façon, votre message est clair, M. Abdourahmane Amadou. Votre message est très clair, hein, nous vous comprenons très bien. Nous sommes juste soucieux de son efficacité au regard de la maturité de nos compatriotes à qui vous adressez le message que vous venez de développer sur Diaf. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous, nous de la diaspora. Mais peut-être que nous, de la diaspora, sommes un peu à l'abri du besoin. Mais c'est un peu pour cela que nous pensons simplement
vous faire voir l'autre aspect de la réalité du Cameroun, hein, qui est tel que le RDPC lui-même, parfois, qui l'a compris, a pris là-dedans. C'est-à-dire, va payer les gens. J'ai fait un texte hier. La diaspora est brimée. On l'empêche d'investir au Cameroun. On lui impose des visas très coûteux pour venir voir les parents, pour venir visiter la terre de leurs ancêtres. Alors, parrainer. Je prends l'exemple, vous pouvez parrainer même 10 personnes. Et le jour du vote, vous leur donnez à chacun 500 000. Pour leur dire que, mais allez vous enregistrer, vous allez, ça c'est ma contribution. Si vous pensez que c'est ce qu'il faut. Mais moi je vous dis, hier j'ai rendu public l'adresse de la plateforme www.honneur237.com. Et cette plateforme va être fonctionnelle pour les enregistrements à partir du 1er mai 2025. J'ai reçu depuis hier plus de 150 emails. Vous pouvez imaginer des Camerounais qui disent que je veux. Sur la page Facebook, j'ai près de plus de 2000 réactions. Vous comprenez? Et j'ai vu sur la page d'autres personnes, d'autres influenceurs qui ont bien voulu partager. Et quelque part, j'ai même vu près de 10 000 réactions. Vous comprenez? Sur la page de Zuid Mento, je ne vais pas faire la publicité, qui a eu, j'étais surpris de voir qu'il a relayé l'information. Et c'est pour vous dire l'engouement qu'il y a. Les Camerounais, laissez les messages maintenant sur Messenger. Je vous parlais des emails, hein. Moi, j'ai reçu plus de 150 emails en moins de 24 heures. Donc, ça veut dire qu'il y a des Camerounais qui se reconnaissent dans cette démarche. Nous avons suffisamment de jeunes, suffisamment de parents qui ont souffert et suffisamment de citoyens qui pensent que tout ça doit s'arrêter et qui doivent être capables de faire ce sacrifice. Mais comme la diaspora, et ça, mon appel est lancé à l'endroit et vers cette diaspora ou ces diasporas. Parce que quand on parle de diaspora, on pense seulement à ceux qui sont en Europe ou aux États-Unis. On a une diaspora africaine. Voilà. Et tout le monde peut parrainer quelqu'un de la famille, des gens du quartier, des jeunes les plus sérieux. Alors, si nous nous y mettons tous, nous allons atteindre cet objectif de 60 000 surveillants de vote, parce que c'est la solution indispensable pour réaliser l'alternance. Si nous ne sommes pas dans au moins 2 personnes dans chaque bureau de vote qui surveillent Elekam, écoutez, parce que c'est cette défaillance-là qui amène Elekam à faire n'importe quoi, et le Conseil constitutionnel assure seulement le service après-vente. Mais si on bloque Elekam ne peut pas aller vers le Conseil constitutionnel avec n'importe quoi. Et donc, je pense que c'est un enjeu majeur. C'est là où se joue l'élection, principalement, dans la surveillance et tout. Et vous avez vu que moi, j'ai été le premier à poser le problème de l'article 80 avec la publication de la liste électorale nationale. Dès janvier 2024, j'avais saisi le tribunal de grande instance du Foundi. Voilà, j'avais comment je peux attaquer le DG de l'ECAM devant le tribunal. Et puis par la suite, le MRC est venu et aujourd'hui, vous voyez bien que c'est un débat national. Là aussi, on a l'article alinéa 3 de l'article 67. Avec seuls les PV de l'ECAM font foi. Et là, il va falloir avoir des gages. On ne peut pas laisser le destin du Cameroun entre les mains de 58 agents de l'ECAM.